Bien, alors on va reprendre le feuilleton Sundance. On était resté à la fin du quatrième chapitre. Je vous ai un petit peu fait attendre pour faire monter la sauce. Vous êtes plus 500 encore à suivre le truc. C'est pas mal, je trouve, de continuer une histoire. Il y a au moins 500 auditeurs, donc ça vaut le coup. Donc je continue. Vous pouvez donc, comme d'habitude, enlever l'image, qui n'est pas très intéressante. Vous mettez vos écouteurs, et puis vous vous laissez bercer jusqu'à la fin du chapitre. À tout de suite. Incroyable paradoxe. Ce fut à Georges Pompidou, le meilleur représentant de la caste de dirigeants conservateurs, qu'il appartint de contenir puis de solder par d'habiles négociations cet appel à la liberté des tréfonds du pays. Une fois la révolte étouffée, et aussitôt sortie la figure tutélaire du général pour un dernier tour de piste, il put reprendre le flambeau du grand homme, sans rien changer des structures d'une société qu'il avait fait roi. Pompidou ne concéda à ce peuple effrayé par sa propre audace qu'une meilleure répartition des bénéfices, ainsi que quelques timides avancées sociales. Une fois les hochets distribués, la grande marche industrielle peut reprendre à un rythme décuplé, au profit des mêmes qu'auparavant. Ces années-là furent également belles pour Suzanne, à compter de l'instant où Claude, l'épouse du président en exercice, la repéra lors d'une des soirées d'agrément données au palais de l'Élysée. D'un tempérament tout aussi discret, détestant la lumière comme les honneurs, Madame Pompidou comprit en quelques regards que cette femme effacée couvait de délicates passions. Elle la convia donc à des promenades en solitaire, où elle put découvrir sa nature profonde. Elles devinrent amies, et l'on s'habitua à les observer de concert, l'une souriante et l'autre sur la réserve, au banquet de la République. Auguste se satisfit de cet engouement pour son épouse, qui, après avoir démontré ses aptitudes à bien tenir une maison, s'essayait à prendre place dans le petit théâtre des vanités. Sans rien lui dire, il parla d'elle avec respect comme d'une partenaire loyale. L'accès aux enfants devint me partagé, et il congédia Marie-Louise. À son ministère, Auguste fut un Cerbère. Il était de notoriété publique qu'une forte inimitié régnait entre celui qui avait été élu, et celui qu'il avait nommé Premier ministre. Ancien résistant, Jacques Chaban-Delmas n'avait pas le cuir propre à courber les chines et menait une guerre des tranchées pour grappiller quelques miettes d'un pouvoir qu'on lui comptabilisait. Au château, les deux qu'on surnommait les Maléfiques soufflèrent sur les braises de la détestation. Marie-France Garot coupait les têtes d'une lame affûtée, tandis que Pierre Juillet construisait l'armée des fantassins. Il ne lui fallut guère qu'un coup d'œil pour cerner l'âme d'Auguste et comprendre ce qu'il pouvait en tirer. Plutôt qu'assiéger la citadelle, les Maléfiques transformèrent l'hôtel Matignon en brasier et le pauvre Chaban en pompier. Cela dura 4 ans et le laissa exsangue, telle une baignoire qu'on aurait percée de 1000 trous, tout en continuant malicieusement à la remplir. Auguste fut remercié par l'entrée au capital à d'autres fleurons de l'industrie française. Entrée bien dissimulée et à vil prix cédé. Tout fut mis là où il faut, comme il faut, pour être préservé les regards, dans des coffres bien fermés. La scolarité des filles Lewitt suivit son cours dans les meilleurs établissements de la capitale. Toutes deux, fort brillantes, différaient. Réservée comme sa mère, la blonde Laure s'enfermait dans les livres, et faisait les délices et les joies de ses professeurs d'histoire, de philosophie et de lettres. Tandis que Susanna, aussi brune que sa sœur était blonde, brillait de 1000 éclats dans les préaux, tout en se révélant dans des disciplines où les chiffres étaient rois. Malgré leurs différences, elles étaient inséparables et s'aimaient sans se jalouser. L'une appelait le silence que l'autre lui offrait, et l'autre visait le centre des regards que l'une lui abandonnait volontiers. Laure était l'aimée de ses professeurs, Susanna, l'élue des élèves. À 14 ans, elles irradiaient. Diaphane, élégante et discrète, Laure faisait se pâmer les parents, séduit par cette aura qui rayonnait sans jamais faire quoi que ce fût d'osé. Bien en chair, aguicheuse et rieuse, Susanna attirait à elle les convoitises des garçons et les jalousies des filles, mettant du trouble là où sa sœur tissait du lien. Auguste eut toute la peine du monde à les traiter équitablement, tant le comportement de l'une à son endroit différait de celui de l'autre.
Ce qui était venu dès les premiers mois s'était enraciné. Aussi vrai que Susanna recherchait son regard, Laure l'évitait. Loin de s'en satisfaire, il en souffrait et tâchait de compenser par 1000 attentions ce qui ne s'offrait pas, délaissant du coup celle qui ne lui donnait que trop. Mise dans la confidence, la mère tâcha de faire entendre raison à la jeune fille, mais ne parvint guère qu'à la rapprocher d'elle. Leur pédigré leur offrit de nombreux passe-droits, aussi récusés par l'une que recherchés par l'autre. Le portefeuille du père ouvrait la porte à de nombreux secrets, à une époque où le cordon entre chancellerie et magistrat était capable de tirer 100 vaisseaux. Les parents des amis devinrent à la fois des ambassadeurs et des pourvoyeurs, faisant ce qu'il fallait pour que les deux jeunes femmes y perdent la raison. La mère s'en aperçut, mais le père se laissa faire, et Susanna, à peine âgée de 15 ans, devint une petite princesse à qui on ne pouvait rien refuser. À bientôt pour la suite.